Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. Et donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Antonella Barucci, qui a fait ses études à Rome, y compris sa thèse, et qui est à Paris depuis 1989. Elle est astronome de classe exceptionnelle à Paris, à l'Observatoire de Paris-Meudon, au laboratoire qui s'appelle le LESIA. Et elle travaille sur des observations au sol et des missions spatiales en planétologie, en couvrant aussi bien Saturne et Titan avec Cassini que des astéroïdes et des transneptuniens avec des missions comme Dawn et Osiris-Rex. Et en particulier, pour sa contribution à la mission Osiris-Rex, elle a obtenu en novembre 2018 la médaille d'argent de la NASA. Donc, je suis très fière parce qu'elle n'avait pas encore sa médaille quand on l'a invitée, mais c'est encore mieux. Voilà. Et donc, elle va nous parler ce soir de tous ces travaux. Merci, Antonella. Bonsoir à tous. Donc là, en ce moment, on vit vraiment un moment très important pour les astéroïdes avec ces deux missions. Et donc, c'est vraiment un moment unique. Alors, jusqu'au très brièvement, de quoi consistent ces deux missions. La mission Hayabusa 2, c'est une mission de la JAXA, c'est une mission japonaise. Et toutes les deux missions vont vers des astéroïdes qui sont primitifs, parce que les astéroïdes primitifs sont les résidus de la formation de notre système solaire. Donc, Hayabusa 2 va vers l'astéroïde qui s'appelle Ryugu, qui est un astéroïde de type C, semblable à l'échondrite carbonée. Il a été lancé en décembre 2014. Là, il y a plein d'activités. On va vous raconter toutes les activités. Ça fait presque de la science-fiction, tellement des choses qu'ils sont en train de faire les Japonais. Et il va retourner sur Terre des échantillons qui prend sous le sol de l'astéroïde pour les analyser et faire des études très détaillées sur Terre. Et la mission Osiris-Rex de la NASA, donc de l'Agence spatiale américaine, va vers l'astéroïde Bennu, aussi très primitif, été lancé en septembre 2016. Et là, elle est aussi en pleine activité. Elle est arrivée à l'astéroïde jusqu'en décembre, donc on est vraiment au début des premiers résultats. Et on aura sur Terre aussi des échantillons beaucoup plus que celles de la JAXA en 2023. Donc, pourquoi cette étude, pourquoi cette mission? Les objectifs principaux, c'est vraiment comprendre l'origine et l'évolution du système solaire, mais aussi toutes les conditions d'apparition de la vie sur Terre. Et on verra aussi pour quelles raisons ces objets, ça peut donner des informations sur les conditions d'apparition de vie sur Terre. Donc, là, je pense que vous connaissez tous qu'est-ce que sont les astéroïdes. Donc, deux mots pour une petite introduction. La majorité d'astéroïdes sont entre Mars et Jupiter et sont les résidus, les objets qui ne sont pas arrivés à former une planète. Donc, c'est quelque chose qui s'est arrêté et sont les briques pour construire les planètes, pour construire notre système solaire. Mais si on regarde beaucoup plus proche de nous, ici en blanc, l'orbite de la Terre, il y a aussi beaucoup d'astéroïdes qu'on appelle les astéroïdes géocroiseurs qui sont tout près de la Terre. Et c'est beaucoup plus facile d'arriver avec des missions spatiales et retourner sur Terre. Et ces objets, il y en a vraiment des milliers. Alors, pourquoi sont intéressants ces objets? Il y a d'abord un problème du risque qui représente cet objet. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ces objets, on peut avoir des collisions avec la Terre. Là, c'est la petite image ici, c'était l'astéroïde qui est tombé en 2013 en Russie. Et c'était un tout petit astéroïde qui faisait jusqu'à 17 mètres. Donc, ce n'était pas trop grave, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais comme on a dit, la chose importante, c'est la science, l'origine du système solaire, l'origine de la vie. Mais la NASA, à part tous ces problèmes de planetary defense, des sciences, il voudrait aussi faire des ressources, considérer les astéroïdes comme des minières. Ce sont les objets qui sont très proches à nous après la Lune, donc analyser sur ces objets et ramener des matériaux précieux sur Terre ou les considérer comme des stations pour les différentes évolutions. Donc, jusqu'au deux mots pour les risques, on a énormément de cratères d'impact sur Terre. Il ne faut pas oublier, par exemple, Tunguska, en 1988, où il y a eu une collision d'un astéroïde estimé entre les 60 et 200 mètres de diamètre,
qui n'a pas touché les sols, mais qui a détruit toute la forêt en Russie. C'était plus de 2000 mètres carrés de terrain. Donc tous les arbres ils sont restés et pratiquement détruits dans la fumée de l'impact que l'astéroïde a eu une fois qu'il est rentré dans l'atmosphère terrestre. Mais on n'a pas trouvé des débris sous les sols. Et là, c'est l'accident qu'on parlait tout à l'heure. Donc, il y a eu beaucoup de blessés, des dégâts matériels, des coûts estimés à 30 millions d'euros, mais pas de morts ni rien. Donc, c'est quelque chose qui arrive très souvent. On a les météorocratères en Arizona, et il y en a plein partout. Et c'est quelque chose qui existe, mais bon, il n'y a pas de risque. En revenant à la science, parce que c'est la partie qui ça nous intéresse plus. Donc, nous, la partie importante, c'est comprendre l'origine de ces objets. Pourquoi si on pense au système solaire, le système solaire est formé d'un disque, de gaz et de poussières, et quand cette matière s'est accrétée ensemble avec des collisions, les collisions ont apporté à l'accrétion, à former des planétésimaux de plus en plus grands, les planétésimaux qui sont devenus des embryons planétaires, et on a eu après les planètes et nos systèmes solaires. Donc en regardant cet objet, on peut comprendre l'origine de nos systèmes solaires et l'origine des planètes dans lesquelles nous on vit, comme par exemple aussi la Terre. Mais quelque chose aussi qui est important, c'est ces objets, ils ont apporté, dans les moments de maximum de collision avec la Terre, c'est là qu'on a eu les premiers signes de vie, et donc on pense que cet objet, ils ont apporté l'eau et les matériaux organiques et toutes les molécules prébiotiques importantes pour l'origine de la vie. Et donc pour ça, on va aller dans ces objets, les objets qui sont essentiellement les plus primitifs, vraiment les primitives ils peuvent vraiment nous donner toute l'information dans la nébuleuse protosolaire, à l'origine de la vie, mais aussi à toute l'origine de notre univers, dans quelque sens. Alors, si on parle de la mission Hayabusa 2, là, il y a une petite photo à la JAXA de la sonde. C'est une sonde relativement petite, ça, c'est vraiment dans l'échelle réelle. Et il y a, là, c'est les panneaux solaires, les antennes pour reprendre les données. Et donc, il y a 3 caméras, un spectromètre, un instrument infrarouge et un laser qui sert pour mesurer les altitudes sous l'objet. Et bien sûr, il y a toute une série de voies de petits landers qu'on verra plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'on connaissait sur Ryugu avant de la mission spatiale? On savait que c'était un objet à peu près de 900 mètres. Donc, l'albédo très très sombre, l'albédo c'est la capacité de réflexion de la lumière, parce que c'est le soleil qui illumine ces objets, donc c'est la réflectance, ça nous donne des informations sur les propriétés. Donc, cette matière très sombre, c'est comme la comète, Churyumov-Gerasimenko de la mission Rosetta. Et donc là, vous voyez l'orbite avec l'orbite de la Terre ici à côté. Et ça, c'était la forme de l'objet basée sur les observations du sol. Hein. Donc, depuis les sols, on pouvait faire des observations, les courbes de lumière, des observations de caractérisation. Donc, on avait construit la forme. Et ça, c'est les modèles de température avec les données infrarouges. Donc là, à partir du mois de mai, on commence à voir les premières observations de l'objet. Et si vous regardez ici, là sont 2 images, on voit la petite Ryugu qui bouge par rapport à toutes les étoiles. Donc là, c'est la même image, il fait voir les mouvements des Ryugu et les étoiles qui sont fixes. Et donc, à partir du mois de mai, on commence à s'approcher petit à petit et on a de plus en plus de résolution. Donc, quand l'objet était encore en point, on avait fait des observations, bien sûr, en considérant la sonde comme un télescope. Là, il y a la courbe de lumière, et comme vous voyez, c'est un objet qui a une forme quand il tourne sur son axe de rotation, il permet d'avoir une courbe de lumière avec 2 maximum et 2 minimum, avec un période de rotation à peu près de 7,6 heures. Hein. Et donc, si vous voyez, là sont les observations faites du sol, et on confirme les mêmes caractéristiques qu'on avait déterminées du sol. Donc là, on s'approche à l'objet, c'est les 10 juin, les 13, et petit à petit, on vient avoir de plus en plus de résolution.
Et donc là, si vous voyez, on couvre complètement la rotation de l'objet. Donc elle est encore très très floue. On a une distance entre 650 et 700 km de l'objet. La dimension là, il fait à peu près 12-13 pixels. Mais comme vous voyez, on commence à avoir des résolutions. Et donc, voilà, plus on s'approche et plus on a des images très détaillées de la surface de cet objet. Donc, comme vous voyez, il y a une forme qui est, on pourrait dire sphérique, mais avec l'équateur qui est bombé, il y a une espèce de montagne autour de l'équateur. Donc là, vous voyez un peu plus de détails, et c'est un objet où on a beaucoup des cailloux, des pierres, on appelle régolithes en jargon scientifique, et c'est beaucoup plus riche en régolithes décompensés. Il y a aussi beaucoup de cratères, donc des cratères d'impact, si vous regardez ici et ici. Et donc, avec les études de tous les détails de la morphologie, de les structures, de la composition, on arrive vraiment à interpréter l'évolution et l'histoire de cet objet. Donc, juste pour faire une comparaison avec la Terre, cet objet est très sombre. On a dit qu'à peu près, il a un albédo du 4%. Et donc là, c'est les couleurs de l'objet par rapport à la Terre. Bien sûr, la Terre, il fait 13 000 km, et cet objet, il fait même pas 1 km en diamètre. Donc, cet objet, ils sont normalement, c'est assez petit, hein. Donc là, vous avez la rotation de l'objet lui-même, avec un peu plus de résolution, en feu couleur, quand on était à une distance de 40 km de l'objet lui-même. Alors, là, pourquoi cet objet, il a cette forme si sphéroïdale, mais avec cet équateur plus bombé? Si on regarde la formation avec des particules par accrétion, vous voyez que ça, c'est des simulations numériques. Pour l'effet des YORP, donc dû au Soleil, à la luminosité, à la température du Soleil, il se réchauffe, il donne une vitesse majeure à l'équateur, et donc toutes les particules, ils descendent du pôle, ils vont vers l'équateur, et on arrive à voir cette forme avec cette lobe très allongée, plus bombée. Et normalement, cet objet, il peut avoir aussi des objets binaires autour. Hein? Et cette forme, on la voit sur plusieurs astéroïdes, comme par exemple Stein, etc. Donc les particules des pôles, avec la rotation, avec l'accrétion et avec la vélocité très rapide, ils se condensent plutôt vers l'équateur. Donc, normalement, on doit avoir des objets qui sont en rotation très rapide, parce que c'est accéléré par les chaleurs du Soleil, et on doit avoir aussi pas d'avoir des cratères sous l'équateur, parce qu'en réalité, cette matière descend dans l'équateur. Donc, l'histoire des cratères, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a encore une image avec une très grande résolution. Là, on commence à voir 2 mètres par pixel. Donc, on peut voir vraiment beaucoup de détails. Et ça, c'était pris le 30 juin, quand la sonde était à 30 km de distance de l'astéroïde de Ryugu. Donc, avec tous les différents instruments, la masse et les volumes de l'objet, on a aussi arrivé à déterminer la densité. Et la densité, c'est seulement 1,19 grammes par centimètre cube. Et si vous pensez, c'est très très bas. Cette densité, c'est de la roche. Comme une roche, ça peut être avec une densité très basse. Donc en réalité, cet objet, comme vous avez vu dans la petite simulation numérique, c'est un agrégat de matière. Normalement, ça vient par collision. Et on appelle ça un rubble pile. Ça veut dire des matériaux qui se sont adossés ensemble, mais il y a beaucoup de porosité à l'intérieur et il y a des trous, des choses. Donc, il y a une densité qui est très, très basse de cet objet. Donc, ce n'est pas de la matière unique, mais c'est des grains, des roches qui se tiennent ensemble avec la rotation et la gravité. Donc, quand je vous ai montré l'image tout à l'heure, alors il faut savoir que la sonde, elle n'est pas en orbite autour de l'objet, parce que ces objets sont très petits et la gravité est très faible. Et ça, c'est une des difficultés la plus importante, parce qu'on ne peut pas se mettre autour d'un objet qui a une si faible gravité. Donc, on appelle ça hovering, ça veut dire là, il y a l'objet, et la sonde est parallèle à l'objet.
Donc, tout à l'heure, vous avez eu une image à 20 km, et 20 km est appelée la home position, la position des maisons de la sonde. Par contre, toutes les fois que la sonde il va s'approcher, il fait des opérations, il s'approche à l'objet, il fait ses analyses, ses mesures, ses observations, et il revient à ce qu'on appelle la home position, la position des maisons, qui est plus stable et plus sûre pour éviter tout danger. Donc là, c'est une image prise à une distance de 6 km, donc avec une résolution de 0,5 mètres. Et donc, vous voyez la résolution. Donc, depuis les observations du sol, on imaginait une surface beaucoup plus lisse. Quand on imagine une surface de la Lune, de Mars, etc., on pense qu'il y a des surfaces beaucoup plus lisses, sans régolithes. Et là, bon, les scientifiques de la JAXA, japonais, ils commencent vraiment à se préoccuper beaucoup, parce que ça va être très compliqué de faire du sample sur cette surface avec plein de cailloux, plein de roches, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la sonde Rosetta, sur la petite comète Churyumov-Gerasimenko, et toutes les histoires des filets, du petit lander. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, parce qu'on avait 3 landers, et aussi, on veut descendre avec toute la sonde pour prendre ces échantillons et les ramener sur Terre. Donc, toute cette période-là, il était très dense pour observer aussi et comprendre quelle était la meilleure partie de la surface pour prendre des échantillons. Donc là, juste pour vous donner quelques petits détails, bon, on étudie cet objet comme on peut étudier sous la Terre, comme s'il y a de la géologie, comme ils font les géologues sous la Terre. On regarde toutes les structures, donc il y a des lignements. Comme vous voyez là, c'est la partie équatoriale qui est plus dense. Mais après, il y a des dépressions, il y a des boules qui sont alignées. Et donc tout ça, beaucoup de cratères. Et tout ça, ça permet vraiment de construire cette histoire et son évolution. Là, par exemple, avec tous les cratères, il y en a une cinquantaine avec un diamètre qui est plus grand que 20 mètres. Donc là, il y a les vrais cratères, en rouge, celles qui sont des candidats cratères, on n'est pas sûr, il faut beaucoup plus d'observations pour les définir. Et normalement, par exemple, avec la densité des cratères, le nombre de cratères par surface, on peut étudier, on comprend ça avec toutes les études qu'on a fait sur la Lune, l'âge de la surface de l'astéroïde. Donc on peut donner un âge de la surface simplement en regardant la distribution des cratères. Et aussi en regardant les surfaces plus jeunes, les surfaces plus anciennes et les cratères qui sont l'une sur l'autre. Donc là, c'est une map de l'objet avec les différents cratères, les dépressions, les boulders. Donc il y a beaucoup de boulders. Il y a un très grand boulder là qui fait plus que 120 mètres, sur un objet qui ne fait même pas 900 mètres. Donc qui sont juste suspendus comme ça, si vous regardez dans les détails. Et aussi on appelle des bright spots, des petites zones où sont beaucoup plus lumineuses. Et donc, il y a quand même une variation aussi d'albédo importante. Donc, les Japonais, ils ont décidé de donner des noms à toutes les différentes structures. Ils ont donné des noms avec les histoires des fables, des histoires pour les enfants. Donc, comme vous voyez, il y a Cendrillon ici, Alice Wonderland, et tous les autres, il y en a pas mal qui sont des noms plutôt des histoires japonaises, hein, mais c'était ouvert à toute suggestion du monde entier. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir sur cet objet ? On voit qu'il y a beaucoup est très riche en géologie, en variation, avec cette ceinture autour de l'équateur. Et sous la base de toute la distribution des cratères, on arrivait à voir qu'il y a un âge d'à peu près 0,1, 0,5 milliards d'années. Hein. Donc, c'est un objet qui a une surface qui est relativement vieille, pas si jeune que ça. Et tout ça sous la base de la distribution des cratères. Alors, juste pour quelques petits détails, si on regarde encore plus proche, on voit des zones où il y a des coins qui sont très très sombres et des zones où il y a des coins qui sont beaucoup plus lumineuses et avec des formes très irrégulières. Donc tout ça, la partie importante, essayer vraiment de comprendre de quoi était composé,
pourquoi il y a cette diversité et essayer de comprendre tout sous cet objet. Donc là, je vais vous donner un peu toutes les différentes étapes pour vous montrer comment aller plus proche de l'objet et voir des détails incroyables. Donc là, c'est à 1000 mètres. Hein? Donc l'objet, on les voit de plus près. Et cette image, cette photo, était prise avec une résolution de 11 cm. Hein? Donc on arrive à voir des structures vraiment tout petites, donc 11 cm par pixel. Quand on a dit qu'il y a des variations sur la surface, on a essayé, donc la caméra, il a différents filtres, et avec les différents filtres, on peut utiliser la caméra d'aller visible, comme faire ce qu'on appelle la spectrophotométrie, donc voir les différentes zones de l'objet, s'il y a une variation. Donc là, vous voyez, c'est l'albédo, donc une variation importante dans la réflexion de l'objet, et là, c'est la réflectance relative. Et donc, on voit, par exemple, qu'il y a des variations en composition. Et on peut voir que cette grande boule d'air-là qu'on avait vue tout à l'heure, qui est beaucoup plus lumineux, donc qui est beaucoup plus brillant. Et il y a aussi quelque chose, il y a une bande ici à 0,7 microns, à cette longueur d'onde, qui est typique de ce qu'on appelle l'altération aqueuse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'altération aqueuse? Ça veut dire que l'eau était sous l'objet, en état liquide à un certain moment de la vie et qui a permis des transitions pour avoir des minéraux qui s'appellent minéraux altérés avec l'altération aqueuse, comme par exemple la serpentine, la graphite, des autres minéraux. Donc, il n'y a pas l'eau aujourd'hui sur l'objet, mais il y a eu l'eau à un certain moment de sa vie. Donc, les spectromètres, c'était un instrument qui allait de 1,8 jusqu'à 3,2 microns. Donc là, c'est la partie spectrale. Donc si vous regardez ça, c'est toute la partie thermique. Ça, c'est les bruits de la mesure. Et donc, quand on fait toutes les corrections, on lève la partie thermique parce que ces objets sont très proches du Soleil, donc il y a une influence thermique très importante. On voit une bande là, et cette bande, c'est une bande qui indique donc des phyllosilicates riches en magnésium. Et donc, c'est là aussi quelque chose qui est connecté à l'altération aqueuse, donc des matériaux qui s'appellent comme la serpentine, la saponite, des choses de ce type-là. Donc, en faisant des comparaisons avec les météorites, il n'y a aucune météorite sur Terre qui ressemble vraiment à cet objet. Donc, là, vous avez l'espèce de Ryugu, l'espèce de tous les météorites qui s'approchent le plus. Donc, on savait que c'était un objet primitif. On l'avait classé avec les observations du sol comme un astéroïde de type C, semblable à l'échondrite carboné. Hein. Mais c'est très difficile, on n'arrive pas à trouver vraiment des météorites qui ressemblent. Il y a quelque chose, surtout des météorites CISM très mesurées à température très élevée, donc thermalement modifiées, mais il n'y a rien. Alors, il faut vous dire, parce que quelqu'un dit aussi, mais pourquoi vous voulez aller sous les astéroïdes? On a beaucoup de météorites sur Terre. Mais si vous pensez, les chondrites carbonées, ils font partie seulement du 5% des distributions des météorites qu'on a sur Terre. On a beaucoup de météorites métalliques, des météorites des chondrites ordinaires, etc. Mais des chondrites carbonées, il y en a très peu parce que ce sont des météorites très fragiles. Et quand la météorite y rentre, il rentre dans l'atmosphère terrestre, il se synthétise, il se détruit complètement. Et aussi, quand il y a l'impact, on arrive plus difficilement à trouver ce matériau. Et quand on les trouve, c'est très altéré par l'impact, altéré par l'entrée à l'atmosphère. Et si vous pensez les astéroïdes considérés primitifs, il y en a plus que les 50%. Donc, il y a toute une partie de cet objet qu'on n'a pas dans la collection des météorites. On ne sait pas du tout d'où il vient. Donc, l'intérêt d'aller sur cet objet et avoir des échantillons et revenir sur Terre. Donc là, jusqu'au très brièvement, pour vous montrer qu'est-ce qu'on arrive à faire, là, c'est la distribution de la réflectance de l'objet avec les différentes variations. Là, c'est la différence de température. Hein. On arrive au point plus chaud, à 350, même plus. Et là, c'est les différences, les variations avec la signature qu'on avait vue à 2,772 sous la surface de l'objet. Donc, il y a quand même une petite variation. Donc là, on était au Japon, analyser les données dans les teams. Et donc, il y avait essentiellement des Japonais, mais aussi quelques Européens. Et alors là,
un des problèmes plus importants, c'est d'essayer de voir quelle était la zone plus intéressante pour aller et prendre des échantillons et ramener sur Terre. Mais aussi les zones plus intéressantes pour envoyer les landers, hein, parce que comme vous savez, il y a des landers. Donc là, on avait fait des études en analysant toutes les données spectrales et des photométries, spectrophotométriques. Donc on avait fait des études statistiques et on avait vu qu'à notre avis, il fallait aller vraiment dans les coins bleus où c'était de la matière plus primitive et très importante. Donc un des problèmes importants aussi dans ces cas-là, c'est d'un point de vue des ingénieurs, voir aussi quelles sont les surfaces moins dangereuses, parce que si on va dans un trou, si on va dans une grosse montagne, la sonde peut se détruire, comme c'était le cas de Yabusa 1. Donc vous savez, Yabusa 1, il a eu beaucoup de difficultés pour aller ramener des échantillons, parce que c'était posé tordu sur la surface, et donc c'était assez compliqué. C'est pas facile de se poser sur cet objet à cause aussi de la gravité qui n'existe pas, donc c'est très complexe. Et donc, là, il y a toute une série de sites qui étaient analysés. Donc là, en bleu, c'était pour les simples retours, et les autres sites, c'était pour les petits landers. Donc là, si vous regardez, à la fin des différentes études, on a choisi les sites L08, donc avec les backups cellulaires, donc celle où il doit avoir la matière vraiment la plus primitive, pour les touch and down. Donc pour prendre les échantillons, on l'appelle touch and down, parce que la sonde, elle va sous la surface, elle reste jusqu'aux quelques secondes, il prend les échantillons, il part. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très court. Et les autres sites, c'est les sites pour les Mascotte et les Minerva. Donc on va vous montrer qu'est-ce que c'est Mascotte et Minerva, je vais vous expliquer. Donc l'effet que les spacecraft, il est en overing, donc parallèle à la sonde, on ne peut pas aller vraiment au pôle, c'est très compliqué. Donc pour les simples retours, pour descendre sous l'objet et envoyer les landers, on ne peut pas dépasser les plus ou moins 30 degrés par rapport à l'équateur. Donc, comme vous avez vu, tous les sites sont plus ou moins à côté de l'équateur. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme rover sur la surface? Il y a des petits robots qui s'appellent Minerva. Et donc, il y a une série de Minerva qu'on appelle les Minerva 1 avec 2 rovers A et B, et les Minerva 2 avec un rover. Donc là, vous voyez, c'est la sonde, et c'était ici positionné là. Donc les Minerva 2, il n'était pas encore livré, il sera livré après les 100 retours. Pour l'instant, on a livré que les Minerva numéro 1, qui s'appellent A et B. Donc si vous regardez cette Minerva, c'est comme une petite boîte d'allumettes, hein. C'est tout petit. Et il fait 17 cm de diamètre, hein. Il ne fait même pas 1 kg. Et dans cet instrument-là, il y a des caméras, comme les caméras de notre téléphone. Maintenant, on a même nous dans les téléphones portables. Il y a un thermomètre, il y a des accéléromètres, des gyros et la transmission des données. Donc, c'est incroyable. Donc, vous imaginez... Alors, tout ça, je voudrais vous dire, c'était une mission que ça coûtait vraiment pas cher du tout. Ça coûte beaucoup moins cher au Japon qu'en comparaison en Europe. Donc il arrive à faire des choses grandioses avec vraiment beaucoup moins d'argent que l'Europe. Alors là, c'est les petites, c'est un dessin d'un artiste des 2 petites rovers qui descendent sur la surface, qui étaient posés donc les 21 septembre. Donc là, c'est une première image, c'est l'image qui était prise dans le rover numéro 1 quand il est en train de descendre, et on a cette image très floue parce qu'il était en mouvement, donc il voyait tout très flou. Si vous regardez là encore, c'est l'image du rover B, et on commence à voir là toute la surface de l'astéroïde. Alors, je vous montre ça parce que j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. On arrive à faire des rêves avec toutes ces données et avec une facilité incroyable. Donc là, c'est le septembre 22, c'est toujours les rovers, et donc c'est une image à couleur capturée pendant que le rover il sautait sur la surface de l'objet lui-même, hein. Donc il faisait des petits sauts sur la surface. Et là, on voit vraiment les grains, comme si c'était tout près. Regardez là, c'est vraiment avec des détails incroyables, hein.
Et donc, c'est toujours pendant les sauts du rover B. Et là, c'est le 23, et donc c'est l'image après que le rover B il s'est déposé et posé sur la surface. Donc là, vous voyez vraiment comme il était la surface avec la caméra du petit rover qui faisait jusqu'à quelques centimètres de dimension. Et là encore quelques détails. Ça, c'est les détails du rover A. Et donc, vous voyez les petits cailloux qui sont sous la surface. Hein. Et là, encore plus incroyable, on voit les antennes et les petits instruments qui sont sur le boîtier, sous cette petite rover qui faisait une boîte d'allumettes. Et donc là, on voit l'ombre. Hein. Donc la caméra, il prend l'image de la surface, mais il y a aussi l'ombre avec le soleil qui fait l'ombre sur la surface de cet objet. Alors, une fois qu'on a livré les Minerva, là, c'est une image prise par la sonde, hein, donc les main spacecraft, et là, vous voyez l'ombre du spacecraft. Vous voyez l'ombre de la sonde spatiale. Et là, c'est les sites d'atterrissage des Minerva. Donc là, c'est toujours une image prise par la sonde, hein, donc quand c'était en altitude de 60 mètres. Donc la sonde, elle arrivait vraiment tout près de l'objet, il a vraiment livré. Parce qu'avec les premières missions spatiales, on n'était pas arrivé à poser cette petite boîte d'allumettes sur la surface. Donc avec Lyabusan, les boîtes d'allumettes, ils se sont mis en orbite. Et là, donc, pour ne pas faire, avec l'expérience de la première mission spatiale, ils se sont posés, ils sont allés vraiment tout près pour les livrer pratiquement sur la surface. Et donc là, vous voyez la surface de l'objet lui-même avec une résolution là, vous avez une résolution de 6,8 mm. Hein, donc on voit vraiment tous les détails incroyables, donc les ombres, les différents cailloux, etc. Donc là, ça fait plus ou moins 2 mètres. Donc c'est vraiment une des images à plus grande résolution qu'on a obtenues. Alors moi, je voudrais juste vous montrer par l'esprit de comparaison la même image comparée avec les données qu'on avait eues sur la comète. Hein, 67P, Churyumov-Gerasimenko, et vous voyez qu'il y a cette structure de matière, même si la comète, on sait qu'elle était formée de glace, mais était très déshydratée, il y a toute cette partie de la surface qui sont très identiques. Hein. Donc ça, c'est les matériaux primordiaux qui est sur la surface de cet objet, qu'il soit comète, qu'il soit astéroïde, etc., et qui vraiment contient toute l'information importante, la matière organique et les informations importantes pour l'origine de la vie. Donc là, on passe à l'autre petit lander que c'est le Mascotte. Donc ça, c'était un lander qui était construit par les DLR et les CNES. Donc les CNES, c'est l'Agence spatiale française. Donc là, c'est une petite boîte des chaussures. Hein. On passe à la taille supérieure. Et quand vous regardez, ça c'est les boîtiers, ça sont les différents instruments. Et ça, c'est la partie du lander qui est en contact avec la surface. Donc les dimensions, il fait 10 kg. Les dimensions sont là, hein, ça fait même pas 20 cm de dimension, 28. Et il y a différents instruments. Donc là, il y a un instrument microméga qui était fait à l'IAS, c'est un spectro-imageur. Là, il y a une caméra. Il y a des instruments pour les plasmas et des mesures thermiques, donc pour mesurer les champs magnétiques et des mesures pour mesurer la température de l'objet. Et donc tout ça, il y a une grosse batterie qui devait vivre au moins 15 heures et donc transmettre aussi toutes les données à la sonde spatiale. Alors là, c'est juste une comparaison avec la comète. C'est vraiment l'héritage des Philae qui étaient sous la comète Churyumov-Gerasimenko. Et vous voyez là les différences entre Ryugu et la comète, mais aussi les différences de la sonde. Donc ça, il faisait 150 kg, là c'est 10 kg. Naturellement, l'objet était beaucoup plus proche, ça coûtait beaucoup moins cher, et c'est les technologies qui changent avec le temps, parce qu'il faut penser que quand on a lancé la sonde Rosetta, moi j'ai travaillé toute ma vie sur la sonde Rosetta pendant 20 ans, et j'avais commencé, et mon fils, il n'était pas né. Aujourd'hui, mon fils, il a 28 ans. Donc vous imaginez toute une carrière, et la sonde Rosetta a fini d'exister il y a 2 ans. Même pas. Donc, on a investi toute une vie sur cette mission. Et
Et donc, les instruments qu'on avait fait à l'époque, c'était quand même, quand ils sont arrivés il y a quelques années, c'était des instruments conçus il y a très longtemps. Mais bon, comme vous avez vu, il a donné quand même beaucoup de résultats. J'imagine que vous avez entendu parler beaucoup de la sonde de Rosetta. Donc, en revenant à notre Ryugu, au site d'atterrissage, donc là, c'est les sites L08, c'est les sites où on va faire les samples retour. Mascotte, c'était les MA9, là. Et ça, c'était donc les Minerva, les sites de Minerva. Donc, c'était une des activités les plus importantes pour choisir les différents sites. Alors, pour Mascotte, c'était la même chose. Donc, on essayait de les livrer vraiment jusqu'à la surface, les poser sur la surface en faisant qu'ils ne rebondissent pas. Donc, on l'a livré, ça c'était les programmations. Donc, on savait qu'ils pouvaient faire quelques rebondissements. Et donc, on pouvait après commencer à faire les observations. Premier jour, là, il y a la nuit. Et après, il y avait un bras à l'intérieur qui pouvait les faire bouger. Donc, et pouvoir faire des secondes séries d'observations dans un lieu différent, dans une position différente. Donc, quand il était lancé, les mascottes, il était lancé et il était mis à cheval quand il était posé avec un rocher. Et la tête, c'était vers le soleil, donc avec le soleil en face. Donc, il a fallu les faire tourner et refaire toutes les mesures. Et quand même, il a donné beaucoup de résultats et c'était très bien. Donc là, toujours pour faire voir la technologie comme c'est incroyable, là, vous voyez, c'est la sonde spatiale donc, qui avait livré Mascotte, les petits landers. Donc la sonde, avec sa caméra, il regarde la surface de l'astéroïde, l'ombre de soi-même de la sonde. Là, vous avez les dimensions de la sonde. Et les petits Mascottes, là, à côté du rocher. Donc là, c'est les Mascottes. Et là, c'était l'ombre des Mascottes pendant la descente. Et donc là, encore, vous avez l'ombre ici des Mascottes qui descendait et avec 15 cm par seconde. Et là, vous avez les Mascottes qui rebondissent sur la surface, vous voyez, toujours vues par la sonde principale. Donc là, c'est une des images qui Mascotte, donc la caméra qui était sur les petits landers, sur Mascotte, fait voir de la surface des Ryugu. Donc vous voyez, c'est pas une surface si facile quand même. Hein? C'est très dense, un rocher et une granulométrie très différente. Donc là, c'est toujours quand on était au Japon. Et ici, juste pour vous donner une idée de la situation où on est. Donc là, on est en février, aujourd'hui c'est le 5 février, et le 21 février, c'est la date décidée, annoncée officiellement par la JAXA de la descente sous la surface des Ryugu pour faire ce qu'on appelle les touch and go, et donc prélever les échantillons et ramener sur Terre. Donc on a fait toute cette phase-là, on s'est mis en orbite comme on a vu à partir d'une orbite à côté de l'objet, on n'était pas en orbite, hein, les mois de juin. Et donc, on a livré les premières Minerva, les Mascottes. On devait prendre les échantillons en fin d'année, mais cette opération a été déplacée parce que c'était vraiment très dangereux et voulait vraiment être sûr. Et donc, pour faire ça, la sonde s'approchait même jusqu'à 6 mètres de la surface pour vérifier que tout était bien et qu'il y avait toutes les possibilités, tout était bon. Donc là, je vous montre ce petit film qui ça vous donne juste une idée de la sonde de la mission Hayabusa 2 avant d'arriver. Donc là, c'est la sonde. Vous voyez, là, c'est un petit marqueur, c'est une petite chose très lumineuse qui est jetée sur la surface. Une fois qu'on a choisi les sites, pour directionner avec les lasers, ce qu'on appelle les lidars, et donner la direction au spacecraft. Donc vous voyez, le spacecraft, il va descendre. Il reste quelques secondes sur la surface, il prend les échantillons là et il repart tout de suite. Donc, une fois qu'il est reparti, si vous regardez là, c'est un projectile en cuivre qui fait à peu près 2,5 kg et qui va à une vitesse de 2 km par seconde sous la surface. Dès qu'il était livré, les projectiles, la sonde va se cacher derrière l'astéroïde pour ne pas avoir des éjectats du matériel qui va être émis par la collision.
Donc, vous voyez, il se cache derrière. Les projectiles, il arrive sur la surface. Il va former un cratère. Et donc, après, la sonde, il va revenir sur le même lieu. Et il va prendre des échantillons sous les cratères pour voir aussi les matériaux à l'intérieur qui n'est pas altéré par les rayonnements cosmiques, par les impacts des micrométéorites, etc. Donc voilà, la sonde, vous voyez, il s'approche et il refait l'analyse et tout ça. Alors, il faut espérer que tout ça, ça va marcher, mais jusqu'à maintenant, ça marchait tout parfaitement. Donc, on espère. On aura déjà les premières touch and go le 21 février. Et donc, c'est la partie la plus difficile, mais c'était aussi la partie plus importante de la mission, parce qu'on veut avoir les échantillons sur Terre pour faire les analyses avec les instruments, comme les synchrotrons, comme tous les différents instruments qu'on a sur Terre, qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace, ça est beaucoup trop cher. Donc, l'intérêt d'avoir les échantillons sur Terre. Donc, juste pour vous montrer comment il était fait, ça, c'est les petits bras. Donc, il y a une autre projectile qui rentre là aussi, qui fait bouger les matériaux sur la surface. Et donc, il y a des petits dents, là, la petite bouche de l'instrument. Mais c'est tout petit. Donc, cette mission, il va ramasser quelques grammes, hein, très peu de matériaux, et les ramener sur Terre. Et donc, il y a 3 lieux pour la collecte, hein, A, B, C. Et donc, il y a quelque chose qui tourne, cette partie rouge. Donc, on met l'échantillon sur A, après on ferme, on peut les mettre sur B, on les met sur C, en faisant que les différents échantillons ne soient pas en contact l'un avec l'autre. Donc, là, on va voir. Le but, c'est de faire 3 échantillons, 3 sites différents. Le 21 février, on aura les premiers, et après, on va voir avec la collision si on arrive à voir tous les autres, etc. Mais donc, même si on a un seul, ça sera vraiment une première dans la science astéroïdale, et vraiment, le but, c'est d'avoir ça sur Terre au plus vite possible. Donc, ça, c'est la situation pour la mission de la JAXA, la mission des Japonais. Mais là, je vais vous parler aussi de la mission OSIRIS-REx de la NASA. Donc, la mission OSIRIS-REx de la NASA s'appelle OSIRIS parce que c'était origine pour étudier l'origine, interpréter tous les spectres, la composition. Donc, identifier aussi les ressources, comme on a dit, les Américains qui aiment beaucoup pour voir si on peut avoir des ressources dans ces lieux-là. La sécurité aussi, parce que, comme on a vu, ces objets sont dangereux. Les targets, les cibles de la mission OSIRIS-REx, il fait partie des objets très proches à la Terre qui représentent un risque pour la Terre. Et aussi explorer les régolithes, donc avec tous les échantillons sur Terre, et voir la composition de cet objet. Donc là, la mission est partie en septembre 2016, donc était lancée en Amérique, en Floride, dans les centres de lancement Kennedy Space Center, et donc est arrivée à l'astéroïde Bennu le mois de décembre. Donc il n'y a même pas un mois. Hein. Et donc moi j'étais là-bas et on a eu les premières images, c'était vraiment très excitant et on commence à analyser les données. Et on aura les échantillons qui reviendront sur Terre le 24 septembre 2023. Donc, juste pour vous montrer les différentes étapes de la mission, là on est ici, donc on vient jusqu'à d'arriver à l'astéroïde. On va caractériser l'objet en tous les détails. Vers la fin du 2020, on va prendre des échantillons. Là, il n'y a pas de rovers, il n'y a pas de lander, il y a juste la partie plus importante, c'est vraiment prendre des échantillons et les ramener sur Terre. Et tout ça, c'est le retour en 2023 pour faire une analyse avec une distribution au monde entier. Donc leur objectif, c'est de prendre entre 60 grammes et 2 kg et vraiment faire des analyses en détail de tous les types. Alors normalement, juste pour vous donner une idée, la moitié des échantillons, qui soit pour Yabusa 2, qu'il avait jusqu'aux quelques grammes, qui par la mission OSIRIS-REx, la moitié est conservée dans ces grands centres d'analyse des échantillons pour les générations futures. Ça, c'est très important, parce que même aujourd'hui, si vous pensez, on refait des analyses sur les échantillons de la Lune, hein, qui étaient pris avec les missions Apollo de la NASA,
parce qu'on a des nouvelles technologies, des nouveaux instruments, et donc on fait encore des découvertes avec les échantillons qu'on avait pris sur la Lune en 1969. 70. Donc, il y a quand même, il y a ces centres des conserves pour garder les échantillons qui sont très protégés, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir des contaminations, etc. etc. Donc, l'objet Bennu, avant de le rencontrer avec la sonde, ça c'était les observations radar, hein, c'est l'image radar. Là, c'est l'orbite de l'objet, à côté, vous voyez l'orbite de la Terre, ici en bleu. Et ça, c'était les modèles. Donc, si vous regardez, les modèles, ils ressemblent beaucoup à Ryugu. Hein. Donc, on a une forme aussi dans ce cas-là très, très semblable, mais les périodes de rotation sont beaucoup plus courtes. Donc, ça, c'était toujours avant. Pour donner une idée, la dimension est la moitié de l'autre, il fait 500 mètres. Et là, vous avez la tour Eiffel en comparaison pour voir les dimensions de l'objet. Donc la sonde, là il y a les différents instruments. Qu'est-ce qu'il a? Il y a toujours les caméras, il y a trois types de caméras. Il y a un spectromètre et il y a toute la partie pour les samples retour. Là c'est l'antenne, celui-là. Et ça c'est la rentrée capsule qui va livrer, je vous montrerai comment il va livrer les échantillons sur Terre une fois qu'on a pris les échantillons. Donc, les différents instruments, là, vous avez les différentes longueurs d'onde pour donner les différentes caractéristiques. La chose incroyable, c'est ça, sont les Américains. Ils ont même un instrument qui s'appelle REXIS, qui est un instrument construit par les étudiants de l'MIT, donc le Massachusetts Institute for Technology à Boston, a fait un instrument et la NASA a permis de les lancer dans la sonde spatiale et faire la mesure des éléments, des abondances élémentaires sur cet objet. Donc, les deux sondes, ils ont tous les deux ce qu'on appelle touch and go, quelque chose de très rapide. Donc, ils ont toujours tous les deux, même OSIRIS-REx, il reste jusqu'à quelques secondes pour prélever les échantillons. Et là, c'est un petit film fait à zéro gravité pour faire des tests et voir sur une surface composée de régolithes combien il arrivait à récupérer et ramener dans la sonde spatiale. Donc là, le mécanisme est complètement différent. Si vous regardez là, il y a un petit schéma, donc il y a de l'azote. Hein, donc l'azote est poussé vers la surface, fait bouger tous les matériaux, et après, il y a donc par réaction, les matériaux s'élèvent, il est emmagasiné à l'intérieur et mis dans la capsule de retour. Donc là, ils pensent vraiment, avec tous les tests, de prendre entre 60 et 2 kg. Donc, une fois que les bras a pris les échantillons, vous voyez là, donc il va les mettre dans la capsule de retour, là-dedans, bien sigillé, bien fermé, hop. Donc, c'est tous des mécanismes qui doivent fonctionner dans l'espace, où il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, vous voyez là, il s'est fermé. Une fois qu'il s'est fermé, il y a la capsule qui est la sonde. Il s'approche à la Terre jusqu'au moment qu'il est plus proche et qu'il n'y ait pas de la dynamique. La capsule il peut rentrer sous la Terre dans une position très sûre, comme des déserts. Normalement, c'est les déserts australiens. On appelle les déserts amis qui ne mettent pas de risques et qu'on peut retrouver les matériaux et les analyser sur Terre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est tout ce que c'est la dynamique, on arrive à faire avec une précision incroyable. On arrive à faire de la mécanique céleste, ça marche parfaitement, on ne fait pas d'erreur, on arrive avec les secondes près et on peut calculer vraiment tout avec une très grande précision. Donc, là, je voulais vous montrer cette image, mais il faut passer ici. Donc, là, c'est les premiers objets, donc la première image de Bennu. Vous les voyez qu'on s'approche, on a des résolutions, c'est un peu comme vous avez vu sur Ryugu. Et les premières choses, c'était qu'ils sont identiques. Ces deux objets sont très semblables. Hein. Donc on a plus ou moins la même forme. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais ils sont des objets ils semblent vraiment très proches. Donc vu sous cette forme
avec l'équateur bombé, on pense qu'il doit y avoir des satellites, mais il n'y a pas de satellites. Il y a eu des recherches à les différentes distances. Il n'y a pas du tout de satellites, ni sur l'une ni sur l'autre. Et là, ça c'est une image qui a été prise le 2 décembre. On était beaucoup plus proche et il y a une résolution de 33 cm par pixel. Donc, si vous regardez, c'est vraiment une très grande résolution de l'objet. Alors, en regardant en détail, il y a encore plus de variations sur cet objet. Il y a beaucoup plus de matières sombres et des matières très, très claires. Donc, on a des taches qui sont très, très claires et des taches qui sont beaucoup plus sombres. Donc, probablement, celles sombres sont des matériaux beaucoup plus riches en organique. Ou vice-versa, il faut voir vraiment la différence et la composition de tout cet objet. Si vous regardez là, il y a des cailloux, vous voyez, qui sont vraiment composés, qui se tiennent, il n'y a pas de gravité, donc on dit, mais pourquoi ils sont là et cet objet, comme l'autre, c'était vraiment un agrégat des matières mis ensemble. Donc, quand vous regardez un peu plus en détail, donc on voit qu'il y a un albédo qui est très très bas, hein, très très sombre, là aussi 4%, donc vraiment c'est les objets les plus sombres qu'on connaît dans notre histoire, mais il y a des matériaux qui sont encore plus sombres, là, encore plus, vous voyez, il y a des taches noires qui sont sur la surface, encore plus sombres. Mais il y a aussi des zones où il y a beaucoup plus de luminosité et où il arrive à 10-15% de la surface. Donc il y a vraiment des très grosses variations. Donc là, il y a une très grosse tache qui était appelée Batman par les Américains. Et quand on regarde ça, on semble qu'il y a de la magnétite. Donc il y a une structure qui fait penser à la magnétite. Donc on n'a pas, d'un point de vue spectral, encore la résolution pour comprendre, mais il y aura pendant les prochains 2 ans des mesures pour voir tout ça en détail. Donc là, c'est le géopotentiel, donc les mesures d'altitude, hein, de la surface. Donc l'équateur est considéré comme le niveau de la mer à 0 et vous voyez les différentes altitudes qui arrivent jusqu'à 78 mètres par rapport au niveau de 0 sur la surface de l'objet. Donc ce sont des grosses altitudes et vous pensez que l'objet il fait 500 mètres au total, hein. Donc il y a beaucoup de variations. Donc on a eu des spectres, là aussi on n'arrive pas à les comparer. En noir c'est le spectre de Bennu, donc on n'arrive pas à les comparer avec les météorites qu'il y a sur Terre, donc il y a une grande variation et là c'est vraiment l'intérêt de comprendre la composition de cet objet. Donc là c'est le spectre dans les thermiques, hein. Pareil, on essaye de faire des analogies avec tous les météorites. Donc, il y a quelques similitudes, on voit, donc par exemple, il y a cette pique, c'est très important pour la composition, mais on n'arrive pas à voir une météorite dans la base des collections et des mesures qu'on a au laboratoire qui ressemble vraiment à Bennu. Donc, toujours ce rassemblage aux météorites de type CICF, qui sont les météorites les plus primitives, riches en organique, mais on n'arrive pas vraiment à faire une analogie complète. Alors là aussi, on a jusqu'aux des premières données, donc on est vraiment dans une phase initiale, hein, de la mission spatiale. Mais comme vous regardez, on a des structures donc, qu'on essaie de comprendre, c'est très particulier. Et là, vous avez des boules d'air qui font 20 mètres à peu près. Et on voit aussi des fractures, des cassures sur la surface de cet objet. Donc là, il y a encore un petit détail ici, vous voyez, comme si c'était, on appelle des cracks, des fractures dues à la température très élevée. Hein. Mais alors, une chose qui est incroyable, c'est qu'au pôle, ces objets, ils ont une température très basse. Hein. Donc, on pourrait trouver aussi de la glace, et ça sera les surprises qu'on va voir une fois qu'on va les observer de plus proche et qui va s'éloigner aussi du Soleil. Donc là, c'est par exemple un très grand cratère, vous voyez, ici, c'est un cratère qui fait 130 mètres. Et cet objet aussi, il a beaucoup de cratères, probablement moins que Ryugu, mais là aussi, on voit beaucoup de structures. Donc là, vous voyez des cratères qui font 10 mètres, 20 là des autres. Hein. Et donc, et tout ça, c'est une analyse détaillée de toute la surface et des structures de cet objet. Donc, on est là. Hein. Ça, c'est vraiment les premiers résultats
que je peux vous raconter des sondes. On est en train de continuer des tonnes de données. Il y a des milliers de spectres, des milliers d'images avec les différentes résolutions. Donc, on est en train d'analyser. Là, on est à 7 points de la mission dans l'orbite le mois de février. Et on va voir tout ce temps pour choisir les sites des échantillons et enfin avoir les échantillons en 2023 sur Terre. Donc là, on pense de faire les échantillons, on verra, la date s'est confirmée, mais ça sera plutôt en juillet 2020, les prélèvements. Donc c'est vraiment les moments où on aura la connaissance meilleure pour faire les choix. Mais naturellement, il y a toujours une grande dispute entre les scientifiques qui veulent choisir les sites meilleurs pour la science et les ingénieurs qui ne veulent pas mettre à risque la mission parce que sinon c'est un échec si on n'a pas des échantillons sur Terre. Et il faut, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Hayabusa 2, Hayabusa 1, la première mission des Japonais, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes et c'était difficile. Donc, juste pour conclure cette histoire, avec une sonde, avec un retour des échantillons, on arrive à vraiment caractériser cet objet, connaître la physique, toutes les structures, l'évolution des objets, les effets dus les effets thermiques, etc. Donc, avoir vraiment d'informations. Mais en réalité, ce qu'on arrive à faire, c'est vraiment remonter, aller toujours plus loin, donc arriver à comprendre les collisions qui ont formé cet objet, les agrégations, l'accrétion qui a formé cet objet, donc l'histoire collisionnelle, mais aussi comprendre tous ces matériaux importants pour l'origine de la vie, comme l'eau, la matière organique, qui était dans la nébuleuse protosolaire il y a 4,5 milliards d'années, et donc c'est vraiment très important. Et ces objets sont celles qu'on pense les matériaux les plus primitifs qu'on a sur Terre, et cet objet il peut contenir aussi ce qu'on appelle du matériel des grains présolaires, qui peut faire remonter même à les supernovae, à l'HB. Et on a trouvé des petits grains dans certains météorites. Hein. On a trouvé des grains présolaires sur certains météorites. Et donc, vraiment, les grains qu'on pourrait avoir de ces deux objets pourraient vraiment nous ouvrir un nouveau monde pour comprendre l'origine, l'évolution de notre système solaire et beaucoup des autres thématiques en astrophysique en général. Donc, je m'arrête ici et je suis à disposition. Et donc, je suis à disposition pour toutes questions que vous avez. Oui. Merci beaucoup, Antonella. Donc, il faut que je passe le micro pour que les questions puissent être enregistrées. Merci. Si j'ai bien compris, les très gros rochers qui sont situés au pôle des deux astéroïdes, bon, a priori, on ne sait pas pourquoi ils tiennent, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de gravité. Ils devraient donc partir dans l'espace. Donc, votre explication, c'est la glace. Ce n'est pas mon explication pour les rochers, parce que les rochers, ils ne sont pas qu'au pôle, il y a aussi dans des autres endroits. Donc, d'un point de vue des températures, il pourrait y avoir la glace au pôle, oui, parce que la température est très basse. Mais l'effet qu'il y a ces rochers, c'est un point d'interrogation. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre. Mais normalement, c'est la rotation de l'objet qui les tient par cette gravité qui n'existe pas, mais c'est la rotation. Oui. La force centrifuge devrait l'éjecter. Oui, mais c'est cet objet qui se sont accrétés ensemble, donc ils sont restés ensemble avec une microgravité quand même. Il y a une microgravité qui tient cet objet, qui sont quand même pas trop denses en composition. Oui. Donc, en réalité, ces objets sont les résultats des fragments des collisions des corps parents qu'on appelle les corps parents. Donc, on pourrait avoir des matériaux qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur. Et le but, c'est vraiment essayer de comprendre tous les mécanismes. Pour l'instant, tout ce qu'on fait sont des hypothèses et qu'on n'arrive pas trop encore à comprendre la physique qu'il y a derrière à tout ça. Hein. Même l'histoire de la, comme je disais, oui, de la forme, c'est pas si banal. Et en réalité,
on l'explique avec des rotateurs beaucoup plus rapides. Mais les premières Ryugu, c'est beaucoup plus lent. Donc, est-ce qu'il y a eu une collision qui a ralenti la rotation autour de soi-même? Bah, c'est bien, il y a du boulot pour vous. Quoi, Ah oui, oui, il y a les boulots pour les prochaines... J'ai un deuxième commentaire. Sur Bennu, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de régolithes. Il semble avoir... Est-ce que c'est suffisant pour... Bah ça, c'est la peur. Il n'y a pas beaucoup de régolithes, ni sous l'une, ni sous l'autre. Donc là, on essaie de voir sur Bennu et de prendre vraiment des cratères où il y a plus de régolithes. Donc l'idée, c'est d'aller dans les zones où il y a plus de régolithes. Mais c'est très compliqué, hein? Et ils ont très peur. Donc, et la mission, le but de la mission, c'est prendre les échantillons. C'est pas faire des images, c'est pas faire des spectres, c'est vraiment ramener des échantillons sur Terre. Donc, ça sera les futurs. Oui, moi j'ai deux questions. Une technique. Tout est automatique. Ouais. Donc il y a un programme, il y a un ordinateur là-dedans qui a tout le programme depuis le début jusqu'à la fin? Non. Non, parce qu'on lui donne les consignes. Donc là, c'est les commandes depuis la Terre qu'on dit de se mettre en orbite à 6 km, 1 mètre. C'est nous qu'on donne les moments. Donc par exemple, la mascotte qui était livrée le 3 octobre, c'est les scientifiques qui étaient à la JAXA au Japon, on appelle ça les opérations. Donc tout est programmé, la mission en général. Mais donc il y a des programmes, il y a des détails. Mais après les commandes de faire ceci ou cela, de choisir les jours qu'on va faire les échantillons, à quelle distance on va se mettre, c'est l'homme, les scientifiques, qui voit sur la base des données et il donne les consignes. Parce qu'en réalité, sur la base des résultats, on veut décider quel est le site d'atterrissage, quel est le bon moment, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ma deuxième question, dans les spectres, est-ce qu'il y a des spectres moléculaires? Oui. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a toute une partie des organiques qui sont celles qui ont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, etc., qui c'est très important pour l'origine de la vie et qu'on a trouvé sur les météorites. Donc, il y a beaucoup de météorites qui ont cette matière organique. Donc, on pense qu'il y a cette matériau qui est arrivé sur Terre et qui a apporté la vie. Parce qu'en réalité, les premiers signes de vie sur Terre sont apparus les moments où il y a eu les plus denses bombardements des collisions. Donc, il faut chercher cette matériau de où il est arrivé. Donc, par exemple, avec la comète Churyumov-Gerasimenko, parce qu'il y a beaucoup de discussions entre les comètes et les astéroïdes, les rapports d'eau et de deutérium, ce n'est pas semblable à celle des comètes. Par contre, ça semble plus semblable à celle des météorites. Et donc, l'intérêt vraiment d'analyser cet échantillon, c'est très important. Alors, pour la comète, c'est très difficile de faire du sample retour, des retours d'échantillons d'une comète, parce que les comètes sont encore plus loin, ils ont des orbites plus excentriques, et c'est encore plus lourd. Donc là, c'est les objets qui sont les plus proches, les plus primitifs, les plus proches à la Terre, parce qu'on n'a pas les technologies. On allait sur la Lune, on parlait tout à l'heure dans les années 70, on a fait des choses miraculeuses, on a ramené 350 kg d'échantillons de la Lune, mais aujourd'hui, on n'a pas plus les moyens et on n'a plus l'argent pour faire ce type d'émissions spatiales. Et donc, tout est beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, c'était les moments où il y avait vraiment la guerre entre la Russie et les Américains. Et donc, c'était la guerre froide. C'était une démonstration de voir qui étaient les plus puissants au monde. Chose que ça n'existe plus aujourd'hui, j'espère. Oui, la Chine, là, elle essaie de vraiment... dans les spatial, elle a évolué dans les dernières années, elle est partie de zéro, et là, ils sont sous la Lune, ils sont sous les côtés cachés de la Lune, ils vont faire des samples retour de la Lune, ils ont des programmes sur les astéroïdes aussi, ils sont vraiment en explosion. Et eux, ils n'ont pas de problèmes d'argent ni de main-d'œuvre. Ils ont beaucoup de Chinois qui travaillent dans les agences pour construire des missions spatiales. À un moment, vous avez parlé de grains ou de particules présolaires qui auraient été mesurées avant notre Soleil et la Terre. Combien d'années avant, à peu près? Ah bah ça, il faut les demander à tous les... Peut-être, toi, tu peux répondre si tu veux. Ah non. Non, mais combien d'années, je ne sais pas. Mais c'était des grains qui viennent avant le Soleil, donc qu'on a trouvé probablement dans les... je
Je ne sais pas. Un milliard d'années. Bah, déjà, c'est les soleils, notre système solaire, il y a 4,5 milliards d'années. C'est bien avant, bien avant. Et combien d'années avant? 1 million, 1 milliard Ah bah, je pense qu'on parle des milliards, hein, je pense. On peut parler des millions, des milliards. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Merci beaucoup. Combien de temps, en dehors du programme prévu, met un ordre humain à parvenir au robot? Alors, la question est, quel est le... Je n'ai pas compris trop bien. Quelle est la... Combien de temps met le signal quand on envoie un ordre? Ok. Bah, le signal, il met, je pense qu'il y avait plusieurs heures, c'est en fonction de la distance, hein. Ça dépend à quelle heure. Donc, il mettait 6 heures, 15 heures, quelque chose comme ça, oui. Quelques heures. Ça dépend de la distance de l'objet. Hein. Oui. Hein? Non, c'est la comète qui mettait 15 heures. Je ne me souviens plus, mais donc, bon, c'est en fonction de la distance, il faut faire les calculs. Hein. Oui, oui, peut-être moins, même moins, oui. Je me confonds avec la comète, c'était quand on avait lancé Philae, c'était très très loin, à 3,5 unités astronomiques. Et là, les astéroïdes sont beaucoup plus proches, donc c'est moins que quelques heures, je pense. Comment vous choisissez les astéroïdes? Comment on les choisit? Comment vous choisissez les astéroïdes? Question très... Oui, bah, alors, on les choisit, ça dépend quel est le but scientifique. Hein. Donc, il y a des missions spatiales, par exemple, vers des astéroïdes de fer, parce qu'ils voulaient voir quels étaient les minéraux précieux qu'ils pouvaient avoir. Là, ces deux missions, le but, c'était l'origine du système solaire, l'origine de la vie. Donc, les objets qui étaient les plus primitifs. Les objets les plus primitifs sous la base des connaissances qu'on a avec les observations du sol. Donc, ces astéroïdes sont observés avec les télescopes du sol. On a une idée de la composition et on l'a classé astéroïdes de type C, B, qui ça veut dire les objets plus primitifs qui sont semblables à les météorites chondrites carbonées. Les chondrites carbonées sont les météorites les plus anciens qu'on a à disposition sur Terre et la matière plus primitive qu'on a à disposition sur Terre. Hein? Donc, ça, c'est la façon de choisir. Après, si on a besoin de faire, par exemple, une mission spatiale pour prévenir les risques de collision, on peut choisir un astéroïde qui est dangereux pour la Terre. Ou bien un astéroïde où on veut chercher un matériel unique, qui soit les statites ou des autres minéraux. Donc, voilà. Donc, il faut toujours avoir une définition des buts scientifiques. Donc là, c'est vraiment la matière primitive ramenée sur Terre, les échantillons de la matière primitive pour comprendre l'origine de la vie surtout aussi. Eh bien, je crois qu'il va falloir qu'on réinvite Antonella dans quelques temps, dans quelques années. Merci à vous. Et bonne soirée à tous.